Bienvenue dans le grand dossier sur LCI, Nîmes, Béziers, Limoges. Les villes moyennes ne sont plus épargnées par la grande violence des villes, souvent qui sont aux prises avec les trafics de drogue dans des quartiers paupérisés. Face à ce nouveau fléau, de nouvelles brigades de CRS sont envoyées sur place pour établir l'ordre et des couvre-feux sont également mis en place pour les mineurs de moins de 16 ans. Alors, véritable solution ou pansement en tout cas? Violence, couvre-feu, est-ce la seule solution? C'est le thème de notre grand dossier. Si demain on doit venir toquer à votre porte, vous préférez que ce soit la police qui vous ramène votre enfant que l'hôpital qui vous appelle pour vous dire venez voir votre enfant, il est entre la vie et la mort? Moi ça me rassure beaucoup, étant donné que j'ai un fils de 11 ans, donc il y a vraiment moins d'enfants. À partir de 21h, 21h30, c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup moins d'incivilité. Voilà, on le disait, de nombreuses villes sont concernées, des villes qui ne sont plus épargnées, qui atteignent des niveaux de violence l'on voit plutôt à Marseille ou encore en Île-de-France, des quartiers souvent gangrenés également par les trafics de drogue, même si les problèmes ne sont pas les mêmes partout. À Béziers, ce week-end, c'est un guet-apens qui a été tendu aux policiers, aux pompiers dans le quartier de la Devèze, un quartier sous l'emprise du trafic de stupéfiants. Un policier a été blessé, un appartement a été touché par un mortier d'artifice, des habitants ont été sauvés in extremis et des personnes ont même dû être relogées. On va écouter le préfet s'exprimer sur le dispositif qui a été mis en place. Écoutez, ici on a ce soir dans le quartier de la Devèze à peu près 60 policiers nationaux répartis entre une trentaine de l'Hérault et notamment de cette circonscription à Béziers et puis une trentaine de CRS dits de nouvelle génération qui nous sont attribués par la préfecture de zone. Voilà, et pour en parler dans ce grand dossier, nous sommes avec Guillaume Farde. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes notre consultant sécurité. Renaud Pilat est également avec nous, éditorialiste politique LCI. Bonjour. Renaud, Alexandra Guillet est à nos côtés également. Alexandra, journaliste police-justice TF1 LCI. Et Emmanuel Ménard est également avec nous. Merci beaucoup d'être là, conseillère municipale DVD de Béziers. Comment ça se passe chez vous? La nuit a plutôt été calme, Emmanuel Ménard. Oui, tout à fait. La nuit de samedi à dimanche, donc c'est celle qui a vu ces violences qui ont duré entre 3 et 4 heures et qui ont été quand même assez intenses. Mais la nuit dernière, ça a été beaucoup plus calme, tout simplement parce qu'on avait une compagnie de CRS sur place. Et donc, le préfet, vous l'avez entendu, l'a dit, c'est une compagnie de CRS qu'on appelle nouvelle génération. Et je vous garantis qu'ils sont impressionnants. Ça renvoie tout le monde chez soi. Et je pense que tout le monde était bien au chaud dans son lit. Alors Guillaume Farde, ça vous fait rire? C'est vrai qu'en tout cas l'efficacité elle est là, hein. La nuit a été plutôt calme et c'est vrai qu'on revoit ce même résultat partout là où elle est déployée. Oui, sourire plus que rire à dire vrai. Oui. En fait, ces compagnies de CRS, elles ont un passé, elles ont une histoire assez récente, mais néanmoins 5 ans. Si vous en souvenez, en juin 2020, il y a des affrontements assez violents dans le quartier des Grésilles à Dijon, des affrontements intercommunautaires, des Tchétchènes contre des Maghrébins. Et à ce moment-là, le directeur général de la police nationale de l'époque, qui est Frédéric Vaux, a une conviction, c'est qu'on ne luttera pas contre ces formes de violence urbaine avec des CRS classiques. Il faut donc des CRS dites augmentées ou de nouvelle génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont entraînés différemment? Ça veut dire d'abord qu'il faut les créer, puisque des CRS, il y en avait 61, et c'est simple, elles sont numérotées de 1 à 61, et la numéro 8, qui est basée à Bièvre, dans le département de l'Essonne, est colocalisée avec le RAID, et elle avait la particularité d'avoir d'abord des membres plutôt jeunes et plus sportifs, plus physiques. Une fois que vous avez ces qualités physiques-là, il faut bâtir un entraînement et les doter d'équipements qui sont adaptés, non plus tellement à du maintien de l'ordre, ce qui est la mission première des CRS depuis leur création après-guerre, mais plutôt à de la lutte contre les violences urbaines. Oui. Et donc c'est comme ça que de la CRS 8 naissent les CRS 81, 82, 83, 84, répartis de façon équitable sur le territoire. La 81 est à Marseille, la 84 à Montauban. Enfin, le principe, c'est d'avoir une bonne couverture zonale. Et donc ensuite, quand vous avez des événements qui sont des événements un peu durs dans certains quartiers sensibles, vous envoyez ces CRS-là qui sont évidemment mieux équipés, mieux formés et qui peuvent plus facilement mettre en déroute des émeutiers urbains. Et donc quand Mme Ménard explique que rien que leur
leur accoutrement fait fuir les délinquants. Oui, parce qu'ils sont beaucoup plus impressionnants, parce qu'en fait aussi, leur équipement et leur formation sont adaptés à l'adversaire ou aux adversaires ou aux situations qu'ils rencontrent. Alors Alexandra, le procureur s'est exprimé. Ces événements sont probablement en rapport avec une série d'interpellations de petits revendeurs et la saisie d'une importante quantité de stupéfiants ces derniers jours dans ce quartier. Et on rappelle quand même que depuis le début du mois de juillet, il y a 6 personnes qui ont été interpellées pour des faits liés au trafic à la Devèze. Oui, effectivement, 6 personnes interpellées depuis le début du mois. Le préfet l'a également rappelé dans des interviews, et également un appartement dit nourrice qui a été, dans lequel de la marchandise a été saisie, notamment ces appartements nourrices et ces appartements qui permettent dans certains quartiers de stocker, cacher la marchandise pour les narcotrafiquants. Et pour ces autorités, effectivement, c'est directement lié à ces interventions des forces de l'ordre qui sont mis pour lutter contre le trafic de stupéfiants et faire sauter certains points de deal qui sont en lien avec les violences de ces derniers jours. Emmanuel Ménard, effectivement, c'est lié directement chez vous. Alors, on sait que partout, les problèmes ne sont pas les mêmes. Mais chez vous, c'est le trafic de stupéfiants qui est en cause. Dans ce quartier-là, oui, bien évidemment. Et comme l'a dit le préfet, comme l'a dit également le procureur, c'est évidemment parce que depuis plusieurs semaines maintenant, on traque les dealers, on est à leur trousse tous les jours, sans exception, que ce soit la police nationale ou la police municipale. Et effectivement, 6 interpellations depuis le début du mois. La grosse saisie de stupéfiants, ça a eu lieu dans l'appartement nourrice, ça a eu lieu vendredi. Et samedi matin, la police municipale a arrêté un dealer avec pas mal de marchandises sur lui. Samedi après-midi, elle en a arrêté un autre avec aussi de la marchandise et en grosse quantité sur lui. Celui de samedi après-midi, pour une petite précision, il avait seulement 15 ans. Donc vous voyez que l'âge n'arrête pas et n'empêche pas de faire des bêtises, en tout cas le jeune âge. Et voilà, donc je pense que là, coup sur coup, la grosse saisie de vendredi et les 2 interpellations de samedi, je pense qu'ils ont été un peu gênés. Ils ont senti qu'on se rapprochait probablement de plus en plus peut-être aussi de plus gros bonnets. Et c'est pour ça qu'ils ont réagi dans la nuit de samedi à dimanche, très vraisemblablement. Alors, la CRS 8, elle est sur place. Effectivement, combien de temps va-t-elle rester ? On a posé la question au préfet. Écoutez sa réponse. On a 60 policiers dans ce quartier qui est somme toute pas très grand, c'est pas un quartier très vaste, la Devèze. L'idée c'est qu'on les voit sur la voie publique, ça permet de rassurer les habitants de ce quartier qui ont été très choqués par cet incendie d'appartement. Et moi je vous confirme ce soir que cette CRS elle sera là autant que nécessaire ici pour que l'ordre républicain soit rétabli. C'est la demande de monsieur le maire de Béziers, je suis venu le réaffirmer. Voilà, et la population aussi, vraisemblablement, a envie que cette brigade reste le plus longtemps possible. Mais c'est pas son rôle. Non, c'est pas son rôle. En fait, c'est comme les antalgiques quand vous êtes malade. Ça soulage, mais c'est pas un traitement de fond. C'est exactement pareil. Une CRS, ça construit de nouvelles générations. Il y a 4 sections, ce qui fait que pendant qu'une est sur le terrain, une autre peut s'entraîner et une autre peut se reposer. Mais vous ne pouvez pas l'avoir indéfiniment à Béziers parce que cette CRS 81 qui est basée à Marseille, elle couvre toute la région sud-sud-est. Donc si d'autres besoins se font sentir ailleurs, il faudra bien sûr qu'elle puisse se déporter autre part. Et c'est toute la difficulté, c'est que temporairement, oui, cela aide, mais ça ne règle pas les problèmes au fond. Le problème du trafic de stupéfiants est un problème structurel qui nécessite une action de moyen et long terme. Et là, il fallait très vite endiguer des violences urbaines, mais ça n'est qu'un endiguement et par nature et par définition transitoire. Et puis le combat se poursuit effectivement contre le narcotrafic. Effectivement. Avant de voir le détail avec vous de ces brigades qui sont disséminées un peu partout, Renaud, c'est un succès politique de ces brigades, de ces CRS 8, effectivement, qui ont été déclinées dans certaines régions ? Oui, c'est un succès politique. Il faut s'adapter aux conditions de la nouvelle délinquance, de plus en plus jeune, de plus en plus nationalisée. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, il y a une nationalisation de ces trafics, de ces actes absolument inadmissibles. On est parti des grandes villes, on est arrivé aux villes moyennes, et maintenant, on a des petites villes, voire des communes,
où, selon les personnes qui travaillent, soit enquêteurs, soit reporters sur le narcotrafic, eh bien, dans des petites communes, il y a par exemple des maisons qui sont louées pour des caches. Oui. Caches d'armes, caches de drogue, dans des communes où ça paraissait inimaginable il y a 5 ou 10 ans. Donc la nationalisation de tous ces phénomènes fait que, comme ce qui a été dit, eh bien, on manque de ce personnel de force de l'ordre qui est effectivement désormais adapté à cette délinquance, mais dont la France manque et chaque maire en demande. Les remontées en ce moment auprès des préfets sont importantes. L'été, nous ne sommes que le 20-21 juillet et on se retrouve là avec encore 1 mois et demi ou 2 mois de délinquance ou de drame possible. Oui, effectivement, vous, quel est votre sentiment, Emmanuel Ménard? La CRS 8, elle ne va pas rester éternellement sur le terrain. Qu'est-ce qui va se passer après? Non, elle va rester plusieurs jours. Ça, on en a eu l'assurance, le préfet l'a répété, et on a eu l'assurance de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur également. En fait, le problème, et vous l'avez dit, c'est que c'est un petit peu un pansement sur une jambe de bois. C'est très efficace sur le moment, sur l'instant. Malheureusement, on ne peut pas avoir un policier derrière chaque arbre et une compagnie de CRS dans chaque quartier. Donc, ce qui est compliqué, c'est de continuer. Mais nous allons continuer à nous attaquer au trafic de stupéfiants. La ville prend largement sa part avec la police municipale. Nous, on a décidé la création d'une brigade spécialisée de la police municipale dans la lutte contre les stupéfiants. Dès le début septembre, on aura 6 nouveaux agents qui seront complètement dédiés à la lutte contre les stupéfiants, contre les trafics. Mais on peut pas, la commune ne peut pas à elle toute seule prendre ça sur les épaules. Donc, il faut absolument que l'État maintenant, et là j'en appelle évidemment au gouvernement, mais aussi à M. Macron, que l'État prenne la mesure des choses. On ne peut pas laisser des quartiers comme cela avec les gens qui ont envie de vivre tranquillement, de dormir avec la fenêtre ouverte sans risquer qu'il y ait un tir de mortier qui atterrisse sur le canapé, comme ça a été le cas dans la nuit de samedi à dimanche et qui a occasionné l'incendie de cet appartement. Les gens ont envie d'être tranquilles et ils ont le droit à la tranquillité, ça je le répète, à la tranquillité, à la sécurité. Or, pour pouvoir assurer cette tranquillité et cette sécurité des citoyens, là on a besoin de l'État. Je répète, je l'ai déjà dit et je le redis, M. Macron avait promis tout un tas de places de prison qu'il n'a jamais pu construire, ou en tout cas de façon très partielle. Le maire de Béziers, à l'époque, avait, lors du débat du débat sur TF1 avec M. Macron, il avait émis l'idée de pouvoir louer des places de prison à l'étranger. Monsieur Macron avait l'air de trouver que c'était une idée pas complètement stupide et qu'il fallait pouvoir l'étudier. Ça fait 3 mois maintenant, on ne sait pas où on en est, rien n'avance. Il faut absolument donner plus de souplesse, plus de facilité aux forces de l'ordre. C'est pareil pour les prérogatives des polices municipales. Moi, ça fait des années, j'étais députée avant, donc des années que j'ai travaillé sur ce sujet. On en est toujours au point mort. Le projet de loi qui devait être étudié va peut-être être présenté en Conseil des ministres en septembre prochain. Si vous imaginez que le gouvernement Bayrou puisse tomber malheureusement avec le vote du budget 1 mois plus tard, ça veut dire que tous ces projets de loi, ils vont repartir à la case départ et on n'aura toujours pas avancé. Il faut absolument prendre les choses à bras-le-corps. Et moi, je le redis ici, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises concernant notamment les polices municipales par décret ou par circulaire. Il faut le faire maintenant. Il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut le faire. Il faut avancer. Il faut donner à nos forces de sécurité le moyen de travailler. Alors, l'État ne prend pas la mesure des choses. Il y a quand même quelque chose d'important qui est en train d'être fait là, hein, c'est-à-dire le fait que les narcotrafiquants vont être réunis dans des prisons de haute sécurité, qu'ils vont être empêchés finalement de pouvoir continuer leurs affaires comme c'était auparavant le cas. Donc, l'État prend quand même la mesure des choses. Oui, sur les gros trafiquants, tout à fait. J'espère que cette prison haute sécurité sera efficace, je le pense. Mais il faut aussi donner les moyens, de nous donner les moyens à nous, communes, avec notre police municipale, et évidemment donner les moyens matériels aux polices nationales et aux gendarmeries, de continuer la lutte contre les petits trafiquants du quotidien. Et les petits trafiquants du quotidien, c'est eux qui pourrissent la vie des gens dans la rue tous les jours. Quand vous avez en
bas de chez vous un dealer qui squatte une cage d'escalier ou qui est en bas de votre épicerie ou de votre boulangerie ou du bureau de poste, les gens, ça leur fait peur. Et je comprends que ça leur fasse peur. Et c'est inadmissible. Sauf que de plus en plus, ils utilisent, et ça on l'a évoqué tout à l'heure, mais ils utilisent des mineurs. Les mineurs ne sont absolument pas inquiétés. Nous, on le voit ici à Béziers, parfois c'est des mineurs de moins de 13 ans, de 12 ans. On en a vu de 9 ans aussi. Mais vous vous rendez compte, ça veut dire que d'abord l'avenir de ces gamins est complètement foutu en l'air et que évidemment quand vous arrêtez un gamin de 9 ans, 10 ans ou 12 ans, il va passer là peut-être au mieux la nuit au commissariat et le lendemain il sera libéré et il n'y aura aucune poursuite judiciaire qui sera intentée contre lui. Oui. Donc voilà, il faut absolument prendre la mesure des choses. Le trafic de stupéfiants s'accentue, ça prend une autre ampleur. Il faut pas seulement avec la CR8, c'est très très bien et heureusement qu'on l'a à Béziers pour les nuits qui viennent, mais il faut pas travailler seulement là-dessus, il faut aussi travailler sur le long terme et sur le quotidien. Alors, effectivement, et donc on parlera aussi de la mesure des couvre-feux pour les mineurs dans quelques instants, qui est une mesure aussi importante qui permet de régler quelques problèmes. Ce sont les petits trafiquants du quotidien aussi qu'on n'arrive pas à résorber. D'abord, s'il y a quelque chose à quoi il faut s'attaquer prioritairement, c'est à la consommation. Parce que le trafic est la conséquence de la consommation et pas la consommation, la conséquence du trafic. Il ne faut pas inverser cause et conséquence. Pourquoi est-ce que des villes qui n'étaient auparavant pas touchées par le trafic de stupéfiants le sont aujourd'hui ? Parce que la consommation a littéralement explosé en France. C'est-à-dire que quand on dit que la drogue représente 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, les gens ne comprennent pas 4 milliards. Moi, je dis souvent, mais 4 milliards, c'est la filière bière, c'est la filière brassicole. Ça veut dire que les Français consomment autant d'argent par an pour se droguer que pour boire de la bière. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand vous êtes champion d'Europe, parce que la France est hélas champion d'Europe, de la drogue, c'est-à-dire qu'il y a 700 000 à 800 000 consommateurs quotidiens de cannabis. Il y a sur 20 ans une multiplication par 4 du nombre de consommateurs de cocaïne. Il y a des consommateurs de méthamphétamine, ça ne cesse d'augmenter. Donc quand vous avez autant de consommation de drogue, évidemment qu'il y a des gens qui vous fournissent du produit. Et donc le consommateur, d'abord, a une part de responsabilité. Et tant qu'on ne sanctionnera pas plus durement le consommateur, qui peut être, évidemment, dans certains cas, une personne malade, qui peut être un toxicomane, mais qui n'est pas qu'une personne malade, qui est aussi quelqu'un qui, par ses actions, participe, au moins indirectement, à l'accentuation des trafics, on n'avancera que sur une jambe. Mais si on veut aller vite, c'est mieux d'avancer sur 2 jambes. Donc, deuxièmement, il y a la question de la répression des trafiquants. Et ça, pardon, mais la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, c'est ainsi qu'elle est intitulée, elle a été promulguée le 12 juin. Donc ça fait qu'un mois. Et elle comporte des dispositions importantes. Parce que vous dites, il faut empêcher certains petits trafiquants de pourrir la vie des habitants, évidemment. Mais ce trafic de hall d'immeubles ou de cage d'escalier, même si maintenant il est largement ubérisé, quels sont les flux financiers ? Les flux financiers ne sont pas des flux avec des grandes transactions internationales où vous n'avez pas des gens qui sont particulièrement doués en finance internationale et qui vont créer des sociétés écrans pour ensuite blanchir les actifs dans un paradis fiscal. Ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité du genre. La majorité du genre, c'est du blanchiment dans des petits commerces de proximité, dans des ongleries, dans des barbershops, dans parfois des bars tabac. Et ces petits commerces de proximité, il faut pouvoir les fermer. Pendant longtemps, on ne pouvait pas le faire, autrement que par des motifs un peu fallacieux. On faisait passer la commission incendie, on faisait vous n'étiez pas aux normes, on vous fermait pour 2 semaines. Dorénavant, la loi... Oui, 2 semaines, ça sert à rien. Voilà, mais maintenant, la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic permet au préfet de département de fermer d'autorité ces commerces dès l'instant où il estime qu'il y a une suspicion de blanchiment d'argent. Parce que si l'onglerie du coin de la rue, elle est peu fréquentée, mais que le gérant, il a une montre qui vaut 1 à 2 ans de SMIC, il y a peut-être un problème. Et donc ça, les Français le voient au quotidien. Et évidemment, ils le vivent très mal. Donc il faut pouvoir agir effectivement à proximité. Mais il fallait aussi des outils législatifs. Ça en fait partie. Alors je comprends que ça peut être un peu lent, mais cette loi n'a été adoptée, encore une fois, que le 12 juin dernier. C'est en route. En tout cas, penchons-nous avec vous, Alexandra, sur ces nouvelles brigades de nouvelle génération, comme on dit, CRS 8, une qui est arrivée ce week-end à Béziers, mais elles ont été créées en 2021, Alexandra. Oui, effectivement, Guillaume Fard l'expliquait déjà tout à l'heure. Elle a été créée par Gérald Darmanin en 2021 en réaction à des épisodes de violence qui avaient eu lieu notamment
à Dijon. C'est une unité d'élite finalement spécialisée dans le maintien de l'ordre. Alors son siège il est basé à Bièvre, aux côtés du RAID, qui est une autre unité spécialisée de la police. Et en fait, ses missions, c'est d'être projeté rapidement. Ça peut se faire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour mettre un terme à des épisodes de violence et également aider à lutter contre le trafic de stupéfiants. Alors si son siège est basé à Bièvre dans l'Essonne, depuis 2023, d'autres unités ont vu le jour sur le territoire. Il y en a une notamment maintenant implantée à Marseille, une autre à Saint-Herblain, une troisième à Chassieux et depuis 1 an maintenant, une 5e qui est implantée à Montauban avec toujours cette ambition de pouvoir intervenir en quelques instants sur une zone qui est soudainement marquée par des violences. Alors, ça, effectivement, c'est une des solutions qui est mise en place pour régler ces problèmes de violence dans les jours qui suivent. Mais il y a aussi une autre solution qui est mise sur la table, c'est le couvre-feu qui concerne les mineurs de moins de 16 ans. Ça démarre à Nîmes aujourd'hui à 21h jusqu'à 6h, mais c'est déjà en place, notamment à Béziers, mais aussi dans d'autres communes. Écoutez par exemple le maire de Viry-Châtillon. L'arrêté n'est pas pris pour éviter les infractions, mais pour éviter que ces enfants se retrouvent dans des situations dangereuses. Leur interdire d'être dehors va de fait éviter qu'ils se retrouvent confrontés à être au contact de jeunes plus âgés qui pourraient leur donner une influence négative. Voilà, on en parle dans quelques instants sur LCI. Restez avec nous. Merci beaucoup, Emmanuel Ménard, d'être intervenu dans le grand dossier sur LCI. Restez avec nous. Voilà le thème de ce grand dossier à présent. Et pour éviter ces explosions de violence, des couvre-feux ont été mis en place pour les mineurs. Par exemple, il entre en vigueur aujourd'hui à Nîmes, donc de 21h à 6h. Des mesures qui sont déjà en vigueur ailleurs. Béziers le pratique déjà depuis 2 ans, mais aussi Triel-sur-Seine dans les Yvelines ou encore Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. On sera d'ailleurs avec le maire de Saint-Ouen dans quelques instants. Mais tout d'abord, allons sur place, allons à Nîmes rejoindre Elisa Cléache et Camille Souhaut. Bonjour à toutes les deux. Elisa, le couvre-feu démarre maintenant dans quelques heures. Exactement, il prend acte à partir de 21h ce soir jusqu'à 6h demain matin et ce durant les 15 prochains jours minimum. Il concerne les mineurs de moins de 16 ans dans 6 quartiers de la ville. L'objectif de cet arrêté de la mairie de Nîmes, c'est de protéger et d'éloigner ces mineurs des violences liées à l'ampleur du trafic de stupéfiants. Les prochaines nuits vont donc être longues pour les forces de l'ordre. Sont donc mobilisées la police municipale, la police nationale et les CRS. Au total, un peu plus de 150 policiers vont devoir travailler main dans la main, patrouiller, interpeller ceux qui ne respecteraient pas ce couvre-feu. Mais un membre d'un syndicat de police nous le confiait tout à l'heure, ces effectifs ne pourront pas rester éternellement. Il craint que la situation s'empire après, voire que cela déplace le problème dans des quartiers qui n'étaient pas encore concernés. Le couvre-feu pourrait donc être renouvelé au-delà de ces 15 jours. Merci beaucoup, Elisa Cléache avec Camille Souhaut, donc en direct de Nîmes. Guillaume Fard, on voit c'est une solution qui est adoptée par beaucoup de communes, ces couvre-feux pour les mineurs de moins de 16 ans. Est-ce qu'on a du recul aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire, tiens, c'est une solution qui peut être appliquée plus largement, ou attention, c'est vraiment du cas par cas? C'est du cas par cas et ça n'est pas une solution pérenne. Ce qui fonctionne beaucoup mieux, c'est le dépaysement, c'est-à-dire que quand on a des personnes qui sont mineures et en prise au trafic de stupéfiants, les éloigner de leur quartier de vie, les éloigner de leur fréquentation, cela fonctionne mieux, mais ça demande évidemment plus de moyens. Donc c'est temporaire, le couvre-feu, et c'est un pied-aller. Dans le cas particulier du quartier Pisevin à Nîmes, c'est pas ça qui va résoudre un problème de fond qui est une rivalité entre 3 cités, Mas-de-Mingue, Chemin-Bas d'Avignon et Pisevin, qui a fait que certains sont allés demander l'assistance d'autres, les autres étant les trafiquants de stupéfiants marseillais, notamment la fameuse DZ Mafia, un peu comme au Moyen-Âge, on aurait demandé le soutien d'un suzerain pour aider tel ou tel vassal. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et donc, vous avez maintenant une hyper-violence qui est incrustée dans 2 voire 3 quartiers de la ville de Nîmes. Donc,
que les mineurs ne sortent pas, c'est la moindre des choses, même pour leur sécurité. Oui. Mais ça ne règle pas le problème de fond, qui est l'extrême pauvreté de ces quartiers et le fait que le trafic de stupéfiants s'y est enquisté, parce que c'est là où vont s'approvisionner les consommateurs. Soit ils y vont sur les points de deal, soit ils sont livrés via des applications mobiles. La première d'entre elles étant Telegram, qui permettait jusqu'à il y a encore peu même de se géolocaliser et de trouver des gens qui viennent vous livrer en 2 roues. Et tant que vous n'aurez pas résolu ce problème-là, vous aurez le problème de l'hyperviolence des mineurs embrigadés dans les trafics de stupéfiants. Donc le couvre-feu, oui, très bien pour quelques jours ou quelques semaines, mais ça ne réglera pas la situation à long terme. Alors, vous parliez de protéger ces mineurs, il vaut mieux qu'ils restent à la maison pour leur propre sécurité, surtout quand on voit ces menaces qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment, on va en voir une. Vous êtes tous prévenus, il n'y a plus d'innocents, faites attention à vous. Et ils écrivent même, on va tuer même les petits de 5 ans. Donc là, l'objectif, quand on voit ces menaces qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est faire peur, c'est distiller la terreur quelque part. Oui, en fait, c'est des logiques de vendetta, de revanche, pour le contrôle des points de deal. Les points de deal, ça peut rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Dans certains cas, pour certains très gros points de deal, on peut même dépasser la centaine de milliers d'euros jour. Mais déjà, plusieurs dizaines de milliers d'euros de cash par jour, vous comprenez que ça peut attiser les convoitises. Vous ajoutez à cela le fait que beaucoup de ces dealers ne sont pas souvent propriétaires totalement de la marchandise. Il y a des sortes de crédits fournisseurs, si on peut employer ces termes-là. Donc vous devez rembourser, vous êtes sous pression, vous pouvez vous-même vous faire tuer. Donc en fait, il y a un engrenage de la violence qui appelle la violence, où la vie a de moins en moins de prix, et vous pouvez facilement recruter, une fois encore via les réseaux sociaux, qui ont leur responsabilité, notamment Snapchat, des personnes qui sont des personnes mineures, et pour quelques milliers d'euros, souvent pas beaucoup plus, vous pouvez les amener à tuer. Et donc vous avez des gens qui même vont venir à Nîmes ou ailleurs, qui ne sont pas de la région, et qui vont venir spécialement pour récupérer 5 000 euros, 10 000 euros. Ils vont monter dans un VTC, ils vont avoir une enveloppe, on va leur dire, tenez, voilà une partie de la somme, vous recouvrez l'autre partie une fois que le travail sera fait. À tel endroit, le VTC va vous déposer, il y aura une arme, vous la prenez, et ensuite vous allez à tel endroit, vous tirez, vous repartez. Vous ne savez même pas qui vous tuez dans certains cas. Vous voyez à quel point tout cela est dépersonnalisé. Mais cet engrenage de violence-là, il a une cause racine, c'est l'argent lié au trafic. Et donc, si on veut aller chercher la cause de la cause, ça reste la consommation. Alexandra, d'autant plus qu'on voit ces menaces, on lit ces menaces sur les réseaux sociaux, mais effectivement, il y a des victimes collatérales. Et on se rappelle notamment d'un jeune de 10 ans, effectivement, notamment qui avait le quartier Pisan, avec ce jeune Fayed, cet adolescent, ce jeune de 10 ans qui était avec son père et qui a pris une balle alors qu'il était à l'arrière de la voiture. Donc il n'avait absolument rien à voir avec un quelconque trafic, évidemment. Alors depuis, c'est vrai que Nîmes est au cœur de l'attention et on en parle régulièrement dans les médias. De très nombreuses interventions ont eu lieu, beaucoup d'opérations, vous savez, les opérations XXL là, menées par les autorités contre les points de deal. Et effectivement, entre ces interventions des forces de l'ordre pour faire disparaître ces points de deal, pour pas qu'ils s'enquistent, et en même temps ces groupes rivaux de trafiquants qui entre eux se battent pour avoir le monopole de certains quartiers, cela crée des tensions totalement explosives et ça donne lieu à des violences comme celles qu'on a eues encore le week-end dernier ou les derniers jours. Nous sommes avec Karim Bouamrane. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire PS de Saint-Ouen. Vous aussi, vous avez mis en place ces couvre-feux comme celui qui démarre à Nîmes tout à l'heure. Quel résultat en tirez-vous à Saint-Ouen ? Bon, il est un peu trop tôt d'en tirer des résultats concrets et scientifiques. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un plébiscite des familles. Parce que l'objectif de ce couvre-feu, contrairement à ce qui a été dit précédemment, on n'est pas dans une logique de réponse à une violence de narcotrafiquants. C'était dans une logique de continuum, de projet éducatif et apporter un cadre légal au cadre éducatif apporté par les parents. C'était plus une réponse en direction des parents qui disaient « Monsieur le maire, c'est très bien ce que vous faites. Vous nous apportez des activités culturelles, des activités éducatives, des activités sociales pour nos jeunes de moins de 16 ans, pour nos enfants de moins de 16 ans, avec l'ouverture des maisons de jeunes jusqu'à 23 heures. En revanche, ce qui serait bien, c'est que vous nous accompagniez dans notre exigence de faire en sorte qu'ils soient à la maison avant 23h30. Et mon arrêté s'articule, s'intègre dans cette dynamique-là. Oui, effectivement, il y a un gros volet prévention, un gros volet social, tout simplement. On en parlait d'ailleurs avec
un de vos collègues dans les Yvelines et on va en parler également avec vous. Mais tout d'abord, Alexandra, je voudrais qu'on se penche sur les cartes avec vous. On va regarder quelques cartes, on va essayer de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, ces couvre-feux, et où est-ce que c'est mis en place et avec quels résultats. En tout cas, on le voit sur cette carte. Nîmes, Béziers, Limoges, ces 3 villes, elles ont été marquées par d'importants épisodes le week-end dernier de violence. Et pour 2 d'entre elles, eh bien, c'est directement lié au narcotrafic. Oui, clairement, c'est le dénominateur qui ressort pour au moins 2 d'entre elles, notamment donc Nîmes et Béziers. Alors, si on reprend le cas de Béziers, on en a déjà un peu parlé, mais ce sont des pompiers et des forces de l'ordre qui ont été pris dans un guet-apens le week-end dernier. Et on a frôlé le drame à cette occasion, avec notamment un tir de mortier qui a atterri dans un appartement qui s'est littéralement embrasé. Alors, ces incidents, pour les autorités, sont directement liés à une série d'interpellations de dealers qui ont eu lieu les semaines précédentes dans ce quartier et également à la saisie d'une importante quantité de drogue. Si on prend Nîmes, plusieurs quartiers également, notamment le quartier de Pisevin dont on vient de parler, ont fait l'objet de multiples règlements de compte. On parle de 8 règlements de compte en l'espace de 2 semaines, ce qui est assez conséquent, avec à chaque fois des victimes. Alors dans ces 2 villes, comme à Limoges d'ailleurs, eh bien, des CRS de la CRS 8 ont été envoyés depuis en renfort pour faire cesser, calmer ces tensions et ces violences, et des couvre-feux ont également été mis en place. Alors, plusieurs communes ont décidé donc de mettre en place ces fameux couvre-feux dont on parle depuis tout à l'heure pour les mineurs de moins de 13 ans et de moins de 16 ans. Et ce qui frappe, c'est que quand on regarde, ce ne sont pas des grandes agglomérations, Alexandra. Oui, vous avez raison, Sylvia, mais en fait, depuis quelques années, on le dit, on le constate, la consommation de drogue ne cesse d'augmenter sur tout le territoire. Et en conséquence, eh bien, on en fait régulièrement état dans nos journaux, mais désormais, les villes moyennes ne sont plus épargnées par le fléau du narcotrafic, notamment dans le sud de la France. Vous le voyez, notamment par exemple à Béziers, mais on pourrait également citer Nîmes à partir de ce soir, qui va avoir un couvre-feu, mais aussi Nice, qui instaure un couvre-feu dans certains quartiers pour les mineurs de moins de 13 ans ou de moins de 16 ans depuis plusieurs années. On pourrait citer également Carpentras. Et puis il y a également des plus petites villes encore. Mézieux, au nord de Londres, de Lyon, Monceau-les-Mines, Villecreine, ou encore plus récemment, on pourrait citer Triel-sur-Seine. Et on le voit bien, c'est une spécificité qui se développe et qui s'ancre maintenant depuis quelques années. Alors, objectif de ces couvre-feux, Alexandra, eh bien, c'est avant tout protéger, préserver les plus jeunes de la délinquance et notamment des dealers. Exactement, et c'est d'ailleurs ce que nous explique la mairie de Nîmes dans un communiqué pour justifier la mise en place de son couvre-feu. Regardez, il s'agit d'une mesure préventive qui vise à éviter notamment qu'il soit exposés aux violences en cours et contenir les tensions. En clair, l'objectif, eh bien, Sylvia, il est d'éviter qu'il ne se retrouve pris au piège en plein règlement de compte et qu'il soit, par exemple, victime d'une balle perdue à ce moment-là. Mais c'est aussi éviter qu'il ne tombe dans les griffes de ces narcotrafiquants, qu'il se fasse embrigader dans ces réseaux afin de s'en servir comme petite main pour faire les guetteurs, par exemple. C'est la plus grande crainte des autorités également, d'où la mise en place de ces couvre-feu pour éviter qu'ils ne se traînent la nuit dehors. Merci beaucoup Alexandra. Venez, on va se rasseoir autour de la table et on va surtout écouter la réaction aussi des habitants. Comment prennent-ils ces couvre-feux? Est-ce qu'ils estiment que c'est une bonne mesure ou pas? Eh bien, écoutons certains d'entre eux. Je pense que c'est juste un pansement, ça ne réglera pas le problème de fond, mais c'est une solution court terme. C'est souvent à cause d'une minorité qu'une majorité est punie, donc malheureusement, oui, ça impacte plein de jeunes qui sont pour rien et qui vont être punis. Guillaume Fard, quelle est votre lecture, vous, spécialiste sécurité? Est-ce que ça doit s'appliquer justement dans ces périodes qui sont des périodes estivales, qui sont des périodes un peu plus, peut-être un peu tendues que d'autres? Ça ne peut être limité que dans le temps et dans l'espace. Oui. D'abord dans l'espace parce que ça ne concerne que certains quartiers et même pas certaines villes dans leur globalité, des quartiers où il y a des violences spécifiques ou des risques d'embrigadement de mineurs dans des réseaux criminels, et dans le temps parce qu'évidemment ça ne peut pas durer des semaines et des semaines. Enfin, le couvre-feu, ça n'est qu'un élément d'une politique globale. Nécessairement,
nécessairement global. Donc si vous mettez en place un couvre-feu, et le maire de Saint-Ouen le rappelait, c'est que vous avez aussi d'autres mesures. Vous avez un collectif de mesures, notamment des mesures sociales. Parce que un jeune qui décide à Limoges, par exemple, comme ça s'est passé il y a quelques jours, d'aller tendre un guet-apens, véritablement un guet-apens, à des habitants de Limoges et sur le bord d'une route, de fracasser la voiture à coups de batte de baseball, de faire descendre certains, de les frapper, dans aucun autre but, en réalité, qu'une criminalité de violence gratuite qui se déchaîne. C'est pas lié au trafic de stupéfiants, ça. C'est de la violence qui s'approche, dans une certaine mesure, de ce qu'on a pu vivre en juillet 2023, quand il y avait eu des violences urbaines généralisées sur le territoire national. Quand vous faites ça aussi parce que l'été est là, hélas, que vous n'avez pas de possibilité de partir de votre quartier, vous êtes complètement désœuvré, et que dans certains cas aussi, on ne vous propose pas d'autres activités. Je ne dis pas que c'est nécessairement parce que vous êtes dans le désœuvrement que vous allez avoir ce type de comportement répréhensible, mais ça s'inscrit dans un contexte global qui appelle aussi une réponse globale. Le couvre-feu en fait partie, mais si vous ne désignez pas à certains jeunes, dans certains quartiers, un autre chemin que celui de la violence, ils empruntent le chemin de la violence, qui est le seul chemin qui leur est désigné. Donc il n'y a pas malheureusement d'autres possibilités que de proposer d'autres activités, d'autres chemins, et le dépaysement en ultime recours si on veut s'en sortir. On voit effectivement, Renaud, que c'est un tableau qui est bien plus général que ça. Il ne suffit pas juste d'avoir plus de police, etc. Il y a aussi beaucoup de social, beaucoup de prévention dans ce qu'on entend, dans les témoignages des personnes, des maires, etc., qui s'expriment. Oui, bien sûr, c'est un sujet multifactoriel qui dure depuis des décennies. Premièrement, énormément d'argent, et c'était nécessaire, a été mis, on le sait, dans la politique de la ville, on l'a souvent répété, sur l'habitat, le logement, le dur. En revanche, sur les ressources humaines, sur les éducateurs de rue, sur même des accompagnateurs pour des journées en dehors de ces cités, de ces quartiers, voire évidemment des colonies de vacances qui peuvent être subventionnées. Là, l'argent a été très insuffisant. Donc, évidemment, il y a cet aspect-là de désœuvrement. Deuxièmement, beaucoup de maires parlent d'un manque de transversalité, de dialogue entre les policiers municipaux, les éducateurs de rue lorsqu'ils existent, et également les enseignants. Parce que l'enseignant peut repérer, lorsqu'ils sont scolarisés, la dégradation d'attitudes, de comportements d'élèves qui, par exemple, les enseignants témoignent, de temps en temps, sont absents l'après-midi. Pourquoi ils sont absents l'après-midi ? Parce qu'ils ont remplacé un copain ou un membre de leur famille très jeune qui ne pouvait pas tenir un point de deal. Et donc, ils sont absents de l'école à cause de ça. Donc, plus de transversalité. Troisièmement, évidemment, demande des maires que la justice soit beaucoup plus rapide. Parce que toutes les études montrent, notamment à l'étranger, que plus la peine au plus jeune âge est forte, notamment des centres éducatifs fermés, plus on ne risque pas d'entrer dans une délinquance âgée. Or là, on attend 9 mois, 10 mois avant de passer devant les tribunaux. Vous avez 9, 10, 15, 20 délits, et à ce moment-là, c'est trop tard. Parce que si vous ne prévenez pas cette spirale de la violence à 13, 14, 15, 16 ans, eh bien, vous avez l'enchaînement et puis l'aggravation vers des réseaux plus durs. Karim Bouamrane, comment ça se met en place chez vous, ce couvre-feu pour les mineurs ? Est-ce que vous accompagnez aussi, est-ce qu'il y a plus de dialogue finalement qui se met en place ? Est-ce que vous accompagnez aussi les parents que vous croisez certainement quand les policiers vérifient qui sont ces jeunes qui sont encore dehors sous couvre-feu ? Tout d'abord, je voudrais vraiment vous exprimer à quel point ça fait plaisir d'entendre un niveau d'éditorialiste aussi au fait de la situation du réel. On voit bien que la situation n'est pas unifactorielle et comme dirait mon fils premier degré, ça fait vraiment plaisir d'entendre un débat aussi apaisé sur un sujet aussi compliqué. Effectivement, il y a le rapport avec la justice, les comparaisons immédiates et les moyens qu'on doit donner à la justice. Il y a la politique sociale au temps court et au temps long. J'ajouterais, si vous me le permettez, une politique de rénovation et de réhabilitation et de démocratisation du beau. Quand vous voyez le point commun entre les différentes villes qui ont été évoquées,
on a un urbanisme, on a une urbanisation, on a un enclavement qui franchement ne fait pas rêver et qui suscite justement une déconstruction d'une bonne partie des logements dû à des délabrements, dû à un manque d'investissement. Et l'ANRU doit jouer un rôle extrêmement important. L'ANRU, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine qui a investi des millions et des millions en démocratisant le beau, en végétalisant. Ensuite, ce que vous évoquez, madame, sur la question de l'accompagnement, encore une fois, considérer que les jeunes sont responsables, c'est une vision hyper démagogique et droite extrême, pour ne pas dire extrême droite. Ma vision, c'est la jeunesse est une solution. Et pour cela, on marche sur deux jambes. Il faut leur donner des perspectives. Des perspectives, c'est une politique sociale de qualité, une politique culturelle de qualité, pas une assignation à résidence culturelle, c'est-à-dire les emmener dans des spectacles qui sont une assignation à résidence culturelle. En ce qui me concerne, j'ai envoyé tout un groupe de jeunes à Avignon. On a démocratisé l'artistique. Et ensuite, on marche sur une autre jambe, c'est le cadre éducatif. Et le cadre éducatif, un enfant de moins de 16 ans, et c'est ce que disent tous les parents, il n'a rien à faire après 23h30 dehors. Pour des raisons multiples, parce qu'on peut avoir des mauvaises fréquentations, parce qu'on peut avoir le phénomène grégaire. Et la puissance publique, que ce soit la police municipale, que ce soit les éducateurs, que ce soit la brigade du respect du civisme que j'ai lancée, doit accompagner l'exigence des parents. C'est encore une fois un cadre familial, éducatif que nous accompagnons. Et si vous m'autorisez, pardonnez-moi, j'ai été un peu long, il faut s'inscrire vraiment en faux sur la doxa qui consiste à dire les parents sont des missionnaires. Les parents dans les milieux populaires, comme dans les milieux CSP+, ne sont pas des missionnaires. En revanche, c'est compliqué parfois d'apporter une autorité en direction d'un gamin de moins de 16 ans, lui disant « tu ne sors pas » ou en ayant la capacité de s'assurer qu'il rentre après 23h30. Donc, la puissance publique doit accompagner l'autorité parentale. Alexandra. Oui, et ce cadre que vous soulignez, il est d'autant plus important qu'on le rappelle, c'est que ces mesures de couvre-feu pour les mineurs, elles sont ponctuelles, elles sont temporaires, elles peuvent être renouvelées, mais on ne peut pas s'inscrire dans la durée. On rappelle qu'elles contreviennent quand même à un des principes fondamentaux de notre démocratie, qui est la liberté de circulation et d'aller et de venir. Et donc, on le sait bien que ça peut être temporaire, comme vous le disiez, pour reprendre votre expression tout à l'heure, un pansement sur une plaie à un moment donné, mais c'est absolument pas ce qui va permettre de résoudre ces difficultés. Oui, non, juste un point sur ce qu'il y a de tragique, et il faut le rappeler, c'est que les faits de délinquance, de violence urbaine, de trafic, c'est une toute petite minorité des jeunes qui habitent sur ces territoires, une toute petite minorité. Mais en même temps, et là je rebondis sur ce qu'a dit monsieur le maire, vous ne pouvez pas savoir à quel point, lorsqu'on interroge les parents qui, pour le coup, ont les moyens éducatifs de garder sévèrement leur enfant à la maison si jamais il y a un perturbateur ou il y a un début de délinquance et qu'ils le repèrent, ces parents-là sont exaspérés de voir que des voisins, d'autres parents n'arrivent pas à responsabiliser leurs enfants. Donc ce sont des tensions extrêmement douloureuses parce que l'immense majorité n'en peut plus. Et disent, moi, mon enfant, impossible qu'il reste dehors après 22 heures. Et puis, il y a quelques familles, pour des raisons sociales, pour des raisons ou d'autres raisons, qui n'y arrivent pas. Deuxièmement, sur le couvre-feu, il y a des maires qui mettent le couvre-feu en place parce que ponctuellement c'est nécessaire. Et quelque part, ils prouvent, comme à Limoges, que malgré le couvre-feu, ça ne fonctionne pas. C'est une façon de demander au préfet et à l'État plus de policiers. Parce que beaucoup de villes demandent plus de policiers, le recrutement est long. Donc en gros, vous voyez, on a mis le couvre-feu, il nous faut maintenant des renforts parce que ça ne suffit pas. Oui, mais le couvre-feu, Karim Boualram, ça demande aussi beaucoup de moyens. Parce que si on vous écoute, vous, mais aussi également vos collègues qui en parlaient, il y a quand même des médiateurs qui sont là. Et puis, comme on le disait, c'est pas que les policiers, c'est pas que la municipalité, c'est l'éducation, c'est tout le monde finalement. Ça aussi, ça demande des moyens. Est-ce que vous avez les moyens de ces missions-là ? Moi, j'ai les moyens de mon ambition et pas l'ambition de mes moyens. Ça fait depuis 5 ans que je suis sur ce sujet-là de la sécurité globale en prenant une vision holistique et pas au coup par coup ou par silo. Tout de suite, quand je vais en responsabilité, je passe par de 5 policiers municipaux à 40 policiers municipaux armés. Je passe de 30 caméras, 40 caméras à 500 caméras dans l'espace public et 500 caméras dans les espaces privés. J'arme ma police. Je crée une brigade de respect et du civisme. Je fais en sorte que, en reprenant Clémenceau, que la sécurité, c'est une valeur populaire de gauche
sans tabou, avec des droits et des devoirs. C'est la raison pour laquelle on a mis également énormément de moyens sur l'éducation, sur le périscolaire, sur la rénovation urbaine, sur la végétalisation. Lorsque j'ai parlé du beau, démocratiser le beau, tout le monde m'a rayonné. Et là, aujourd'hui, c'est repris par tous les grands architectes, par tous les politiciens, les intellectuels, comme quoi le beau contribue à être en meilleure sécurité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'ai apporté au niveau du couvre-feu, c'était pas du tout curatif, c'était préventif. Je touche du bois. Mon été se passe très très bien. Il est serein, il est apaisé, il est fraternel, il est vraiment zen. En revanche, c'est pas parce que tout se passe bien que je dois pas prendre des mesures qui consistent à se dire, effectivement, après 23h30, mesdames, messieurs les parents, comme vous me l'avez demandé tout au long de l'année, la puissance publique s'assure que votre enfant sera rentré à la maison. Oui. Guillaume Fard. Sur le fait que la préfecture contribue à la sécurité, oui, c'est ce qu'on appelle la prévention situationnelle et ça a été théorisé dans les années 1970 aux États-Unis où les premiers se sont rendus compte que vos choix urbanistiques vont avoir des conséquences sur les comportements délinquants des personnes et que si vous avez de l'habitat qui dans certains cas est plus espacé, plus aéré, plus lumineux, moins sale, vous avez évidemment une incidence à la baisse sur la commission d'actes de délinquance. Évidemment, ça fonctionne. Regardez la configuration de la gare du Nord avant les travaux, après les travaux. Pour ceux qui sont familiers de la géographie parisienne, ça n'a plus rien à voir. Évidemment, la délinquance au sein de la gare chute aussi. D'autres quartiers aussi, dans le centre de Paris. Le quartier des Halles, le fait d'avoir aéré comme ça le quartier des Halles, le fait qu'en tant que visiteur... Ça, on le sait depuis des années. On le sait, ça a pu être fait. Après, ça demande évidemment un certain nombre de moyens. Et ça n'est pas de toute façon exclusif d'autres mesures qui consistent notamment à éloigner ceux qui posent des difficultés dans certains quartiers. L'éloignement, ça peut être l'enfermement. Évidemment, si vous commettez des actes d'une particulière gravité, il faut pouvoir vous enfermer relativement tôt dans votre parcours délinquant. Mais l'éloignement, le fait de vous sortir d'un quartier pour vous envoyer dans un centre autre part, ou même temporairement faire autre chose ailleurs, ça donne d'excellents résultats. Ce n'est pas toujours possible, mais quand des associations vous sortent de votre quartier de vie et vous amènent faire des activités, qu'elles soient récréatives, sportives, artistiques, ailleurs, ça vous donne aussi d'autres perspectives. En fait, il faut juste faire attention à une chose, c'est que si la rue et la délinquance est votre unique perspective, vous allez sur le chemin de la délinquance. Donc si vous voulez casser cette spirale tôt, il faut démultiplier les chemins de vie qui sont autres que ceux qui consistent à commettre des méfaits. Donner d'autres chemins de vie, effectivement. Renaud Pilat, vous disiez, on a 40 ans de retard, c'est ça ? Oui, on a sur certains territoires 40 ans de retard. Pourquoi ? Parce que le débat politique sur ces sujets-là, me semble-t-il, a été depuis des décennies catastrophique. Pourquoi ? Parce que pour que ça fonctionne sur des sujets aussi complexes, il faut, je suis désolé, quelles que soient les opinions politiques, une continuité des politiques publiques. Or, en France, on n'a aucune continuité, sauf sur un domaine, la sécurité routière. Jacques Chirac, à un moment donné, il décide que 11 000, 12 000, 13 000 morts par an, c'est pas possible. Il prend des mesures draconiennes qui ont été poursuivies jusqu'à aujourd'hui. On est passé à moins de 3 000 morts. C'est un sujet consensuel aussi. C'est un sujet consensuel, mais ce sujet-là devrait être consensuel puisqu'il concerne tous les Français. Et les forces politiques, à l'Assemblée ou sur les plateaux de télévision, elles se battent, mais lorsqu'elles sont maires ou lorsqu'elles discutent ensemble, souvent les solutions sont les mêmes. Et le témoignage du maire de Saint-Ouen est très intéressant. Il parle de caméras de vidéosurveillance, de police municipale armée, de choses qui, à gauche, il y a 15 ou 20 ans, faisaient hurler. Aujourd'hui, quelles que soient les étiquettes, même chez des maires écologistes, vous avez certains qui disent « bah oui, je vais devoir mettre de la vidéosurveillance ». Donc, on a eu trop d'idéologie, trop de combats frontaux qui font qu'aujourd'hui, on en est là avec un débordement de violence, alors que ça doit être un sujet de continuité de politique publique. Tous les gouvernements, quelle que soit leur tendance politique, auront ce sujet. Donc ça ne sert à rien de s'affronter. Oui. Écoutons justement un autre témoignage d'un autre maire, c'était Cédric Aoun. Il était avec nous tout à l'heure à Triel-sur-Seine, dans les Yvelines. Lui aussi, il met en place ce couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans. Et écoutez-le sur les résultats.
Ça marche très bien sur une certaine population. Quand les parents perdaient un petit peu le contrôle, qu'ils n'osaient plus demander à leur enfant ce qu'ils faisaient le soir, ils arrivent à récupérer un certain pouvoir. Donc c'est un levier qui est plutôt positif. Il faut savoir qu'à Triel, on a adapté ce couvre-feu avec une autorisation parentale. C'est-à-dire qu'on considère qu'un jeune peut sortir si les parents sont informés, s'il y a suffisamment d'informations qui permettent d'éviter qu'ils traînent tard la nuit et qu'ils rencontrent les mauvaises personnes qui vont justement, comme certains peuvent le dire, entre guillemets, les recruter. Voilà, Karim Bouamrane, j'imagine que vous vous reconnaissez aussi dans ce témoignage de votre collègue. Je me reconnais surtout sur les interventions de tous les éditorialistes, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui s'inscrit sur le temps long. Sur mon collègue de Triel, oui, effectivement, c'est une bonne décision qu'il a prise. J'ai pris la même, donc je ne pourrais pas en disconvenir. En revanche, ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant de sonder les parents. Et nous, on a fait un petit sondage un peu sorti des urnes, comme je dirais. Sur 300 personnes qui se sont exprimées, vous avez plus de 70% des personnes qui estiment que c'est une mesure favorable. Donc vous voyez bien que lorsqu'on arrive à sortir un petit peu d'une certaine idéologie des années 70-80 qui consiste à dire « Ah, c'est une mesure liberticide qui stigmatise les parents », non, pas du tout. On le fait en soutien des parents, on le fait dans un cadre global et on le fait, comme vous l'avez évoqué avec brio, pour donner de l'espoir et de l'espérance. Un enfant, ça se construit avec de l'espoir, de l'espérance, des politiques éducatives, une stratégie éducative claire et un cadre de principes, de valeurs, de respect de l'autorité, de respect du civisme qui sont inculqués par les parents et qui doivent être soutenus par la puissance publique. Est-ce que c'est, Guillaume Fard, à la portée de toutes les municipalités de faire ça? Parce que, alors on le voit, ça demande quand même des moyens. Il faut quand même s'engager, il faut quand même engager toute sa municipalité avec soi, il faut quand même rentrer dans une démarche de prévention. Il faut, effectivement, d'abord c'est une décision administrative du maire, et après il faut les moyens de la faire respecter, et les moyens sont encore des moyens globaux. C'est pas le maire seul avec les services de la ville et sa police municipale quand il en a une, et avec les agents quand il y en a quelques-uns qui travaillent de nuit. C'est le maire avec ses agents et aussi le concours de l'administration de l'État et donc des policiers nationaux. Mais pour ce qui est des policiers nationaux, vous disiez qu'il y a des inégalités territoriales. Oui, en effet, la sécurité publique, c'est-à-dire la police en tenue, même si c'était une grande promesse d'Emmanuel Macron, en partie tenue, de créer des effectifs supplémentaires, et qu'en sortir du Beauvau de la sécurité le 14 septembre 2021 dans l'école de police de Roubaix, le président de la République vous dit il y aura du bleu, du bleu, du bleu. En réalité, ces effectifs sont bien créés, ça on le constate en comptabilité publique, mais ils ne vont pas nécessairement en sécurité publique. En fait, ce ne sont pas toujours des policiers en tenue, et donc on en manque. Et on en manque notamment la nuit. Quand dans une ville comme Nîmes, par exemple, vous avez 2, 3, 4, en tout cas moins de 10, c'est certain, patrouilles de police secours qui tournent la nuit dans la ville, c'est incompréhensible pour un habitant moyen qui fait le 17, à qui on dit « mais vous n'êtes cambriolé, non, vous n'êtes pas prioritaire ». Mais comment ça ? Et ça veut dire que quand un maire dit couvre-feu pour les mineurs, il faut qu'il y ait aussi des moyens en sécurité publique pour l'accompagner dans cette mesure. Allez, merci beaucoup en tout cas Karim Bouamrane d'être resté avec nous tout au long de ce grand dossier. On se retrouve dans un petit instant. Regardez cette citation d'un habitant de Nîmes. C'est devenu Chicago, dit-il. On a peur de sortir. Il y a des habitants qui cherchent à partir. Justement, on va se pencher sur ce qu'il s'est passé dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, pour venir à bout de ces problèmes également. À tout de suite dans le grand dossier. Retour sur le plateau du grand dossier. Comment mettre fin à ces violences qui rendent la vie impossible aux habitants? On a vu ce qui s'est passé à Béziers, à Limoges, à Nîmes. Un couvre-feu va être mis en place dès ce soir, 21h. On en parlait, mais pour cette dernière partie, regardons ce qu'il se passe à l'étranger, notamment aux États-Unis. Le pays met déjà en place depuis des années ces couvre-feux pour lutter contre la délinquance, les vagues de violence, l'interdiction de sortie dans la rue la nuit. Elle est officiellement en vigueur dans plus de 400 municipalités à travers les États-Unis. Et c'est ce que vous allez nous expliquer, Laura Latchamp. Oui, le couvre-feu, une vieille recette pour lutter contre la délinquance. Au moins, vous le disiez, 400 villes aux États-Unis ont mis en place cette mesure. Parmi elles, Chicago, la Nouvelle-Orléans, Philadelphie ou Birmingham. Mais dans la plupart des cas, elle n'est plus appliquée depuis longtemps. En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que l'efficacité
l'efficacité de ce couvre-feu reste encore à prouver. En 2015, une étude a montré par exemple qu'à Washington, les interdictions de sortie les plus strictes correspondaient à des périodes d'augmentation du nombre de tirs par arme à feu. À l'inverse, l'enfermement des jeunes pourrait même présenter des dangers pour eux. Les taux de maltraitance infantile ont probablement augmenté durant les confinements du Covid, lorsque les familles étaient davantage regroupées dans l'espace domestique. Le couvre-feu, en clair, eh bien, c'est un vieux débat. Avec cette autre donnée, en 2009, 84% des villes américaines de plus de 180 000 habitants avaient promulgué un couvre-feu, ce qui n'était pas toujours respecté. Selon le magazine The Economist, cette mesure donne des airs de dur à cuire aux politiciens qui veulent mettre en avant la lutte contre la criminalité, mais dans les faits, sa mise en œuvre concrète reste encore difficile. D'autres voix s'élèvent pour dire que l'application de ce dispositif pourrait distraire tout simplement les policiers des missions urgentes. Les défenseurs du couvre-feu estiment quant à eux que davantage que la lutte contre la violence, il permet d'identifier, voire de sanctionner les parents qui ne surveillent pas leurs enfants. Le débat porte également sur la constitutionnalité d'une interdiction de sortie pour les mineurs. Selon certains États, certains tribunaux ont validé les couvre-feux au nom de la protection impérieuse des enfants durant les pics de criminalité, quand d'autres mettent en avant leur droit à la vie privée ou le droit des parents d'élever leur progéniture comme ils l'entendent. Alors, je rappelle ce que disait une habitante de Nîmes après des semaines de violence. C'est devenu Chicago. On a peur de sortir. Il y a des habitants qui cherchent à partir. Le couvre-feu, est-ce une fausse bonne idée? Le débat reste ouvert en tout cas. Effectivement, merci beaucoup Laura pour toutes ces informations. Guillaume Fard, on s'en est inspiré aussi un petit peu des États-Unis pour un peu voir ce qu'il a appliqué ces dernières années sur nos municipalités, même si évidemment la situation américaine n'est pas vraiment comparable à la situation française. Vous avez un peu répondu dans la question. Il n'y a pas grand-chose de comparable dans les réalités de délinquance, ne serait-ce que par le fait que les Américains sont un des pays où le taux d'armes par habitant est un des plus élevés. Alors au sein de l'OCDE, c'est le plus élevé, et qu'à partir de là, ça change complètement la donne, puisque quand vous êtes policier et que vous contrôlez quelqu'un aux États-Unis, à tout moment, vous risquez même votre vie, vu la circulation des armes. La circulation des armes entraîne un taux d'homicide par habitant qui est aussi très élevé, qui n'a strictement rien à voir avec le niveau français, et partant de là, les mesures, y compris dans la réponse pénale, n'ont pas grand-chose à voir. En tout cas, il y a une certitude, c'est que les Américains, là où ils sont allés vers une sévérité pénale extrême, y compris le two strikes, qui est devenu two strikes and out, c'est-à-dire vous êtes condamné 2 fois et puis c'est terminé, vous êtes condamné à prison à perpétuité, vous faites une première faute pénale, vous êtes condamné une première fois, vous en faites une seconde, c'est la perpétuité. Ça a été expérimenté, ça aussi. Ça n'a pas donné des résultats qui ont conduit à l'atténuation majeure de la délinquance aux États-Unis ou à la réduction significative du taux d'homicide. Ça se verrait, ça se saurait. Ouais. Donc, les exemples américains, on peut prendre une certaine distance. Maintenant, dans le cas particulier... D'autant plus que ça augmente, là, ce que disait Laura, que les interdictions de sortie, ça correspondait à des périodes d'augmentation du nombre de tirs. Donc, plus on enferme, et finalement, plus il y a de la... Oui, parce que ça ne peut être qu'un ensemble de mesures. Si c'est enfermer pour contenir, ou comme disait Michel Foucault en son temps, pour enfermer ce qu'on ne veut pas voir, ou ce qu'on ne veut plus voir, ou ce qu'on n'assume pas sur le plan sociétal ou social, ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, ça n'a jamais fonctionné. Dire que temporairement, dans certains quartiers, certaines personnes mineures ne pourront pas sortir, dans un ensemble d'autres mesures, oui, ça peut être une mesure efficace, mais prise isolément, non, ça n'amène pas très loin. Ouais. Renaud Pilat, on parlait de dur à cuire, effectivement, qui mettent en place ces mesures-là pour paraître effectivement des durs à cuire. On voit que la situation française, c'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr. Alors, le débat est trop sérieux pour effectivement sourire sur les titres des unes. Mais The Economist, qui est l'organe par excellence du libéralisme, c'est pas étonnant que lorsque vous êtes très libéral, vous êtes contre les mesures de privation de liberté. Donc, The Economist est dans son rôle. Juste un mot, comme l'a dit Guillaume, les armes à feu aux États-Unis sont extrêmement nombreuses, donc c'est incomparable avec la France. En revanche, je reviens sur la drogue, la bataille contre la drogue. Et je ne veux pas terminer sur une note très sombre, mais beaucoup disent qu'elle est perdue.
qu'elle est perdue. Mais en même temps, il ne faut pas le dire, et la position de Gérald Darmanin et maintenant de Bruno Retailleau est de dire on va aller taper. C'est pour ça qu'il y a des violences, parce que les dealers et les gros bonnets sont dérangés. D'autres vont dire la bataille ne sera jamais gagnée, il faut ouvrir le débat sur la légalisation, notamment du cannabis. Ça sera peut-être évidemment d'autres sujets pour des scrutins à venir. Effectivement, et d'autres débats. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois.